Bonjour, bienvenue à vous sur le plateau d'Onzito sur Média TV. Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour une heure de discussion autour de deux thématiques. La première, la maladie mentale et la famille. La famille face à la maladie mentale, on en parle justement avec des spécialistes dans un instant. Et puis ensuite, on enchaînera sur un autre sujet santé, cette fois-ci le point sur le Parkinson avec Dr Mariam Nemaoui. Tous accompagner ces enfants atteints de maladie mentale, eh bien, c'est notre principal sujet aujourd'hui dans Onzito sur Média TV. Restez avec nous pour les détails. À tout de suite. Comprendre la maladie mentale pour mieux l'accompagner. On en parle justement avec vous aujourd'hui. Madame Mariam Hibraoui Qadri, bonjour, merci d'être là. Merci. Vous êtes présidente de l'association CELA et vous êtes également coordinatrice du collectif des associations pour la santé mentale. Merci beaucoup, madame, d'être avec nous. Merci à vous. Alors, madame Naïma Slam Titrachin, bonjour, merci d'être là aussi. Merci à vous. Alors, vous êtes présidente de l'association MLI et vous êtes également maman militante. Oui. De sensibilisation aussi. Et avec nous, docteur Youssef Mouhi. Bonjour docteur, Bonjour. Vous êtes psychiatre et psychothérapeute, merci beaucoup d'être là. C'est important justement de discuter de ce sujet pour sortir les familles de cet isolement. L'isolement dû à la maladie et dû aussi au regard de la société. Vous avez beaucoup d'outils à proposer aujourd'hui aux parents, aux familles concernées et justement on va lancer la discussion tout de suite. Alors docteur Mouhi, selon un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé datant de 2014, au Maroc, un jeune sur 5 souffre de troubles mentaux. Ça fait peur d'entendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour le spécialiste que vous êtes? Juste pour préciser, ce sont deux études qui ont été faites. C'est le Global Health Survey qui a été fait par le ministère de l'Éducation nationale en 2006 et le ministère de la Santé en 2011. Pour une population de jeunes de entre 13 et 16 ans. Il y a des chiffres, bon, pour ne pas se tromper, j'ai des chiffres devant moi, par exemple pour la consommation du cannabis, de hashish, pour un total, c'est-à-dire on a posé la question aux jeunes, on a fait le questionnaire en classe. Okay. Anonyme, on a fait sortir l'enseignant et on leur a posé la question, c'est-à-dire est-ce que vous avez consommé du hashish durant les 30 derniers jours? Et bien la réponse sur le total c'est 2,6%. Les garçons, c'est toujours plus important que les filles, 3,9 et les filles 0,7. Et à ces garçons, à ces jeunes-là, on leur a posé la question, qui a fumé parmi ceux qui ont fumé du cannabis avant 14 ans? Il y a quand même 73,8%. Pourquoi avant 14 ans? Parce que les études ont montré que quand on touche au cannabis, hashish, avant 15 ans, on multiplie par 4 le risque de développer une schizophrénie. D'accord. Donc, c'est très important de le savoir. C'est-à-dire, plus on fume tôt, plus ça devient très problématique au niveau de la santé et ça compromet tout le parcours de l'enfant. Il faut savoir que pour l'enseignement, pour l'apprentissage, il y a deux fonctions importantes à préserver chez les jeunes. C'est la concentration et la mémoire. C'est comme ça qu'on apprend. Eh ben, l'usage du cannabis, il touche ces deux fonctions. Et c'est pour cela que le symptôme le plus apparent, c'est le chute de rendement scolaire et l'absentéisme. Et c'est pour cela qu'on va voir aussi que ce sont des gens qui commencent à avoir une chute de rendement scolaire et qui commencent à s'absenter. Et c'est pour cela que les parents doivent être vigilants. Mais voilà, le chiffre d'un jeune sur 5 qui souffre de troubles mentaux, c'est des troubles mentaux avérés. Moi, ce ratio m'étonne. D'accord. Parce que le mot trouble mental, pour ne pas dire maladie mentale, parce que quelle est la différence entre maladie et trouble? C'est parce que le trouble, ce sont un ensemble de symptômes dont on ne connaît pas l'origine. Quand on dit maladie, on sait l'origine. La tuberculose, on connaît son origine. C'est un bacille qui se transmet. C'est un bacille acido-alcoolo-résistant, bacille de corps. Le trouble, c'est comme l'insomnie. Vous avez de l'insomnie, vous avez de l'anxiété, vous avez des peurs, vous avez des angoisses nocturnes qui vous empêchent un petit peu de mener une vie normale. Donc le trouble, c'est des symptômes dont on ne préjuge pas de l'origine, de la cause. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question quand ils font par exemple de la dépression, mais d'où vient la dépression? Mais pourquoi on ne pose pas la question d'où vient le diabète? Parce qu'on a l'impression quand on est diabétique, c'est acquis comme ça, c'est un dysfonctionnement. J'ajouterai juste un chiffre, on est dans les tranches d'âge entre 13 et 16 ans. Je parle des tentatives de suicide. On a posé la question, donc, par exemple, pour ces jeunes-là qui sont entre 13 et 16 ans, je précise entre 13 et 16 ans, quels sont les pourcentages des gens qui ont sérieusement envisagé de se suicider? Il y a 16,7%. 16,7%. Les gens qui ont préparé un plan, 14,9%.
Les gens qui ont fait une ou plusieurs tentatives de suicide, c'est 14,2. C'est-à-dire qu'il y a un jeune sur 10 qui a déjà tenté de se suicider. Et là, je fais un... Mais en fait, ce 1 jeune sur 5, c'est 20% de la jeunesse. Oui. 20% de la jeunesse souffre de troubles. Oui, mais troubles mentaux, ça peut aller jusqu'à de l'insomnie, jusqu'à le trouble grave. C'est-à-dire, on va pas. C'est comme si vous allez chez un pneumologue, vous allez trouver le gars qui a une grippe et le gars qui a un cancer. On va pas dire que tout le monde a la même pathologie. Ça peut être quelque chose de pas. Si vous êtes insomniaque pendant 3 jours, vous aurez de l'irritabilité, de la nervosité, vous serez colérique, vous allez vous disputer. Peut-être que si vous passez un examen le 4e jour, vous aurez un mauvais résultat, etc. Donc, et ça peut être que passager par rapport à d'autres troubles qui sont avérés. C'est-à-dire que le sens où était dédiée cette phrase, c'est pour préparer quels sont les jeunes qui ont ces troubles-là, qui risquent absolument de faire une maladie mentale. Voilà, une maladie mentale, un trouble mental avéré grave. Et donc, on est dans ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire avant, ou ce qu'on appelle dans le langage scientifique le subsyndromique, pour ne pas se retrouver avec un enfant psychotique ou qui est gravement dépressif. Alors, si vous permettez justement, je vous pose la question, docteur Hibraoui El-Qadri Mariam. Vous êtes président de l'association CELA et vous êtes également coordinatrice du collectif des associations pour la santé mentale. Est-ce qu'il y a un profil type de ces jeunes qui vont développer une maladie mentale, justement, que vous retrouvez à travers le travail associatif? Non. Non, mais en général, c'est des enfants qui ont un milieu difficile, un milieu difficile, défavorisé, oui, ou un milieu très favorisé, où ils ont tout et ils sont en souffrance quand même. Et il y a la prédisposition aussi de la personne. Tout le monde ne développe pas une maladie mentale, tout le monde ne développe pas une addiction. Il y a des enfants qui touchent à l'hashish et qui ne deviennent pas du tout... schizophrènes, par exemple. Schizophrènes ou ne font pas d'addiction. Il y en a d'autres qui le font. Donc, ça dépend de la personnalité de l'enfant et de son milieu aussi, et de ses moyens. Madame Tarachen, vous êtes d'accord? Parce que vous aussi, vous êtes dans le milieu associatif, vous êtes présidente de l'association Amali, et vous êtes maman aussi d'un enfant qui fait de la schizophrénie. Oui, mon fils a eu son diagnostic à l'âge de 14 ans, schizophrénie, et il a commencé à fumer à 13 ans. D'accord. Donc le cannabis est impliqué oui, dans... en fait, il ne sait pas exactement ce qu'il a fumé. Il m'en a parlé au début, il m'a dit ce sont mes amis qui m'ont donné quelque chose à fumer, et j'ai flippé. Tout de suite. Il a fumé un joint, il a flippé. Il m'a dit, j'ai senti mon cerveau qui allait éclater. Donc voilà, mon fils était prédisposé à développer une schizophrénie. Il a fallu un facteur déclenchant, c'était le cannabis ou je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Lui-même, il ne sait pas. Et voilà, donc mon parcours avec mon fils... On va en parler au fur et à mesure, justement, voilà. mais d'un point de vue... Moi, d'après l'association que j'ai créée à Casablanca en 2007, je vois que la schizophrénie touche toutes les classes sociales. D'accord. On reçoit tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas un type particulier ou un enfant. Ça touche les garçons et les filles. Et un âge précoce? Au moment de l'adolescence, souvent? Ça peut commencer à l'adolescence, comme ça peut commencer plus tard. On reçoit aussi des gens qui ont 20 ans, 25 ans, qui commencent après la fac. Qui ont un niveau scolaire, qui ont eu même leurs diplômes, qui ont fini leurs études et qui ont développé la schizophrénie ou le trouble bipolaire. D'accord. Alors justement, schizophrénie, trouble bipolaire, est-ce qu'il y a, on va dire, des maladies mentales ou des troubles mentaux propres aux jeunes, aux plus jeunes, aux adolescents, aux jeunes? Non, je vais dire que même dans l'histoire, la schizophrénie, on l'appelait la démence précoce. C'est-à-dire que maintenant, on n'ose plus l'appeler la démence. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'un jeune qui est dément comme une personne âgée. Mais maintenant, cette appellation n'est plus de mise. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu des facteurs causaux et facteurs déclenchants. C'est-à-dire dans le sens où développer une maladie mentale, il faut avoir les ingrédients pour le développer. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui va la développer. Je dis n'importe qui avec entre guillemets. C'est-à-dire il faut une prédisposition génétique, héréditaire, environnementale. Mais comment on peut savoir, par exemple, pour cette prédisposition héréditaire et génétique, comment on peut savoir? Je vais vous donner un exemple, ça risque de choquer certains. Je dis n'importe quoi. Si vous dites jamais n'importe quoi. C'est-à-dire si 1 sur 10 de mes enfants seront schizophrènes, il se peut que j'ai 9 enfants, aucun ne sera schizophrène, comme il se peut que j'ai un qui est schizophrène. Oui, mais pourquoi? Justement, la prédisposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a
dans les antécédents familiaux des cas récurrents de schizophrénie? Je vais choquer tout le monde. Dans chaque famille marocaine, quand je dis famille marocaine, c'est-à-dire grand nom, je ne dis pas la famille, le couple et les enfants, il y a un malade mental. Qu'on le veuille, c'est comme ça. C'est pas le propre de la famille marocaine, c'est le propre de l'humanité. Parce que dans notre famille, on avait des mariages consanguins, on se marie dans la même droite, dans la même tribu, etc., etc. Donc, qui fait que forcément, d'ailleurs, quand on pose la question, et ça revient un petit peu sur l'annonce du diagnostic, quand on demande la question, est-ce que vous avez quelqu'un dans la famille qui est suivi ou qui est mal? Ah non, nous, on n'a pas ça dans la famille. Ou bien il y a le père qui regarde la main, votre frère ne me paraît pas, non, c'est votre père qui est bizarre, etc. Et donc ça commence parfois même à clasher en consultation. Donc il y a une prédisposition. On met la responsabilité sur le dos. Oui, chacun va se lancer la patate chaude, comment on dit. Le développer un trouble, c'est une prédisposition génétique. Il se peut que, par exemple, moi, j'ai les gènes de faire une maladie X, d'accord. Mais si je ne rencontre pas les facteurs environnementaux ou des facteurs déclenchants, il se peut que je ne la développe pas ou je la développe à minimum. C'est pour cela, comme a dit Mme Tarachen, pour certaines personnes dont on ne sait pas pourquoi, au premier taf d'un joint, comme on dit, il va péter les plombs, comme d'autres ne vont pas le faire. Et c'est pour cela que certaines personnes, on dit même pourquoi on a, tout à l'heure j'ai parlé de 15 ans, c'est parce que la personne, le jeune qui va avoir ce qu'on appelle un comportement à risque à 15 ans n'est pas un jeune entre guillemets normal. C'est quelqu'un qui a une prédisposition à chercher une sensation forte. Mais la maladie mentale ne découle pas forcément de la consommation des drogues, pas automatiquement. Parce que c'est une stigmatisation là aussi, ça veut dire quoi? Pourquoi je parle de stigmatisation? Parce qu'un jeune qui va être diagnostiqué schizophrène ou bipolaire ou dépressif ou autre, est-ce qu'on risque pas de forcément penser qu'il a consommé de la drogue alors que peut-être il n'en a pas consommé? Non, je dis juste, comme on dit généralement, il ne faut pas... Vous pouvez aller de Casablanca, aller de Rabat à Marrakech, vous pouvez aller à 180 sans que vous ayez d'accident. Mais il se peut que vous ayez un accident. Mais revenons à ce point-là. Non, il y a des gens qui n'ont jamais fumé et qui sont mal. Mais juste, je dis qu'on augmente le risque. Il y a ce qu'on appelle un schéma, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité, source de stress déclenchant de la maladie. Pourquoi la maladie se déclenche vers l'adolescence? Parce que la plupart du temps, c'est à l'adolescence que ça commence. C'est parce qu'à ce moment-là, le seul organe qui n'a pas atteint sa maturité au niveau de l'organe, c'est le cerveau. Et donc, à l'adolescence, il y a ce qu'on appelle une différenciation cellulaire. Au niveau des neurones, chaque groupement neuronal va affecter à faire une tâche. Si vous consommez de la drogue à ce moment-là, vous risquez de perturber cette différenciation. Et c'est pour cela que ça affecte le parcours scolaire. Et c'est ce qu'on appelle généralement le syndrome du bac. Le gars a échoué en son bac, il est devenu malade. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il est malade qu'il n'a pas eu son bac. Et les gens pensent que c'est l'inverse. On va avancer un peu dans la discussion. On parle de l'annonce du diagnostic. Justement, vous avez dit, Mme Tarachen, vous avez dit mon fils a eu son diagnostic à 14 ans. Ça veut dire quoi? Qu'il y a eu des tentatives avant d'avoir un diagnostic ou... Non, du tout. Son psychiatre, le psychiatre qu'on a consulté, la première consultation, elle m'a prescrit sur l'ordonnance schizophrénie. Alors que, parce qu'il devait être hospitalisé. Parce qu'il a eu des hallucinations très fortes, il a eu beaucoup de délires, et je ne sais pas. Et justement, vous, en tant que maman à ce moment-là, aujourd'hui vous êtes dans le milieu associatif, vous êtes formée, on va en parler. Mais à l'époque... À l'époque, je n'ai rien compris. Je ne savais pas. Et quand lui m'a parlé d'avoir fumé un joint, je me suis dit, c'est passager. Oui. J'ai tout de suite pensé que c'est un état passager, il va reprendre ses études, il va mener la vie normale. Il a fait l'hallucination, les crises, juste après la consommation du joint? Oui. Et donc vous l'avez emmené directement chez le médecin? Non, c'est resté un mois, c'est-à-dire il m'en a parlé, il me disait qu'il voyait des gens avec lui dans la chambre, que des gens lui parlaient dans l'oreille, et il m'en a parlé pendant une semaine, 10 jours, c'est là où je l'ai emmené. Je l'ai emmené déjà chez un endocrino, je pensais que c'était un trouble hormonal. Et après l'endocrino m'a dit non, il vaut mieux voir un psychiatre. Et là, on est allé et le diagnostic est tombé tout de suite, alors que normalement, il faut attendre que les hallucinations et les délires soient vraiment bien, parce que ça peut être passager, justement. Il peut y avoir des passages comme ça. Vous reprochez ça au médecin? Oui. Je reproche, parce qu'il ne fallait pas l'hospitaliser tout de suite, il fallait attendre au moins... Donc vous allez nous expliquer pourquoi justement, mais à ce moment-là, on a posé le diagnostic, pour vous en tant que maman, d'un jeune normal jusque-là. Oui, il était tout à fait normal. Tout à fait normal. Comment on reçoit l'information, le choc? Quand le médecin ne m'a rien expliqué,
Elle m'a marqué diagnostic, elle est partie. J'ai dû faire de la recherche toute seule pour savoir ce que c'est la schizophrénie. Et que là, quand j'ai commencé à lire, là, c'est le ciel qui m'est tombé sur la tête. Je dis, c'est pas possible. Que mon fils, qui était brillant, qui était premier de la classe, du jour au lendemain, il va plus rien savoir, il va plus se concentrer, il va plus. Je me suis informée toute seule, c'est-à-dire que je n'ai pas eu l'information du médecin. C'est quelque chose qu'on vous rapporte souvent, que les parents d'enfants malades, à travers l'association que vous rencontrez, c'est leur vécu aussi par rapport à l'annonce? Au contraire, il y a des parents qui ne reçoivent pas de diagnostic du tout. C'est-à-dire, on les laisse dans le flou? Oui, il y a des parents qui ne reçoivent pas. D'ailleurs, Dr Mouhi était avec nous plusieurs fois. On lui a posé la question. Je n'ai pas eu de diagnostic. Et quand on a fait le programme Pro-Famille, on reçoit des familles, justement. Et il y a des familles qui n'ont pas eu de diagnostic pendant 1 an, 2 ans. Ils ne savent pas. Et l'enfant se fait suivre? Se fait suivre en psychiatrie. On ne met pas un nom sur la maladie? Bipolaire ou schizophrénie. Mais des fois, les parents sont dans le flou. Alors justement, ne comprennent pas. Docteur Hebraoui Qadri Meriem, vous aussi, vous êtes présidente de l'association CELA et vous êtes coordinatrice du collectif des associations pour la santé mentale. Est-ce que ça, c'est un point important, l'annonce de la maladie pour les parents, pour la famille? Bien sûr, c'est très important et beaucoup de familles, au début, sont dans le déni. Non, c'est pas possible, mon fils n'a pas ça, il se trompe. C'est probablement passager. Et puis, comme a dit Madame Tachen, le diagnostic n'est pas aussi facile. Pas parce que le médecin ne veut pas faire de diagnostic, des fois, il n'arrive pas à faire un diagnostic tout de suite. C'est pas comme pour la maladie physique, on fait des examens et puis hop, on sait, on fait le diagnostic. La psychiatrie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je crois que Dr Mouhi peut plus nous en parler de ça. Mais les parents, les familles se plaignent souvent de ce moment de l'annonce? C'est très difficile le début. Alors, il commence par le déni et puis après, la culpabilité. Oui, absolument. Ça, c'est un point très important. Dont on va parler. Oui, c'est une souffrance terrible pour la famille et pour les frères, les sœurs, toute la famille. L'entourage proche. C'est une souffrance terrible quand le diagnostic est posé. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a fait cette émission justement pour dire à ces familles qu'on comprend leur souffrance, justement, mais que il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui peuvent être proposées, et c'est le côté positif, justement, c'est ce côté positif qu'on va ramener. Le diagnostic, docteur Mouhi. Je vous pose la question, mais vous êtes médecin, donc vous posez le diagnostic souvent. Docteur Hebraoui Qadri disait que le diagnostic n'est pas toujours évident, contrairement à la maladie, on va dire, physique. N'est pas toujours évident, mais cette famille est en attente. Alors, pourquoi ça traîne? D'accord. Et d'autre part, comment se fait le diagnostic? D'abord, il n'y a pas une schizophrénie, il y a des schizophrénies. Le mot schizophrénie... On ne parle pas que de la schizophrénie aujourd'hui. C'est-à-dire, bon, pour parler que... Parce que, des fois, même les familles sont ambivalentes vis-à-vis de leurs demandes. Est-ce que réellement ils veulent entendre un diagnostic ou bien ils veulent dire non, c'est passager? Parce qu'à un moment donné, quand le début des troubles s'installe, il y a 2 phases. Généralement, on dit, je donne l'exemple qu'a dit Mme Tachen, il y a ce qu'on appelle, le jeune va faire une BDA, une bouffée délirante aiguë post-toxique. C'est ça son nom. Il a fumé un joint, il a fait des hallucinations, des délires. Entre parenthèses, l'hallucination ne fait pas partie automatiquement du diagnostic de la schizophrénie. C'est-à-dire qu'il y a des schizophrènes qui n'ont pas d'hallucination. Parce qu'il y a des gens qui confondent. Ah, mon fils n'hallucine pas, donc il n'est pas schizophrène. Non, il y a des schizophrènes qui n'ont pas d'hallucination. Je ferme la parenthèse. Dans cette bouffée délirante aiguë, je donne schématiquement l'évolution. Mais comment on sait, je rouvre la parenthèse, comment on sait qu'il est schizophrène? Non. Pour d'autres manifestations? On est dans la bouffée. On est dans la bouffée, quelqu'un qui vient, c'est ce qu'on appelle, dans la littérature psychiatrique française, on appelle ça le coup de tonnerre dans un ciel serein. Le ciel est serein et puis paf, ça saute. Un tiers va être un accès, une bouffée délirante aiguë sans lendemain. C'est-à-dire va être traité et on n'en parle plus. Il faut un traitement. Voilà. Un tiers risque de la développer dans 3 mois, dans 6 mois, une autre bouffée délirante aiguë s'il rencontre un autre toxique. C'est comme une allergie. Mais un autre tiers va être ce qu'on appelle le mode d'entrée à la schizophrénie. Et il faut savoir qu'actuellement, pour poser le diagnostic de schizophrénie, il faut que les symptômes de la schizophrénie puissent durer 6 mois.
Il y a même un grand auteur français, Henri Ey, qui a dit que la schizophrénie est à la fin. Oui, mais pendant ces 6 mois, je suis d'accord avec vous, mais ces 6 mois, on a besoin de vivre aussi. C'est-à-dire que 6 mois, c'est dans la littérature scientifique. Et c'est dans les... Vous voulez vous parler du diagnostic ou du traitement? Parce que ce sont deux choses différentes. Entre-temps, on met en place un traitement. Oui, mais on traite quoi s'il n'y a pas de diagnostic? On traite les symptômes. Comme le diabétique reçoit son insuline, on traite les symptômes. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des symptômes. Quelqu'un qui ne dort pas, quelqu'un qui est délirant, qui est persuadé qu'il y a des poisons dans sa nourriture, qui est persuadé que les voisins le poursuivent, qui ne sort pas de chez lui, parce qu'il a l'impression que tout le monde est en train de lire dans ses pensées. Alors on va accélérer un petit peu. L'annonce se fait. Parce que, avant d'aller à l'annonce, parce que qu'est-ce qu'on attend de l'annonce du diagnostic? Si on attend de l'annonce du diagnostic de mettre une étiquette qui va stigmatiser la personne durant toute sa vie, est-ce que c'est ça l'intérêt? C'est pour cela qu'il y a des médecins qui donnent le diagnostic et d'autres qui ne le donnent pas, préfèrent le déférer, c'est-à-dire le mettre en retard. Parce que c'est une étiquette et c'est stigmatisant. Mais Mme Talchen en parle justement comme un fardeau pour les parents. Les parents qui ne reçoivent pas le diagnostic ont du mal justement à accepter la situation. Oui, pourtant, parce que je pose la question, est-ce que les parents demandent le diagnostic? Est-ce qu'ils le demandent? Parce que la psychiatrie, le problème d'annonce de diagnostic a été fortement étudié chez les oncologues, c'est-à-dire en matière des cancérologues, pour annoncer. Parce qu'on va annoncer le diagnostic à quelqu'un, entre guillemets, en pleine possession de ses facultés mentales. Quand on est un patient dans le délire et dans le déni de la maladie, à qui on annonce le diagnostic dans ce cas? Ce n'est pas au patient, parce que là, bien sûr, à sa famille. Oui, mais là, est-ce qu'on est... Il y a même des médecins qui disent on n'a pas le droit d'annoncer le diagnostic à la famille. C'est-à-dire que l'annonce de diagnostic... Il doit se faire au malade. Au malade, oui, et c'est un processus. Ce n'est pas je vous envoie un faire-part, etc. Votre fils, il a F20 ou machin, etc. Non, c'est un processus d'annonce. On parle d'abord des symptômes, comment sont ces symptômes, comment le... Mais ces familles ont besoin de comprendre. Pourquoi? Oui, c'est ça. Est-ce que la compréhension des symptômes est beaucoup plus importante que dire votre fils est schizophrénie paranoïde, classé, machin, etc. On a besoin de mettre un nom, peut-être, pour comprendre encore plus. Qui a besoin de mettre un nom? Je vous pose la question. Non, mais moi, je pose la question. Qui a besoin d'avoir... Vous posez la question à qui? Qui a besoin? Est-ce que, par exemple, dans la feuille de mutuelle... On peut poser la question, justement, aux parents concernés. Dans les feuilles de mutuelle, on demande de mettre le diagnostic. Mais permettez-moi, docteur, c'est un droit, peut-être... Oui, c'est un droit. C'est un droit d'avoir... Mais ça se fait dans un processus. On pose la question à Mme Talchen, qui est maman, justement. C'est-à-dire qu'avant la famille, on l'a laissé de côté. C'est-à-dire la famille n'était pas un allié pour la... Mais maintenant, les choses ont changé. Maintenant, la famille a le droit de savoir, a le droit de comprendre pour le suivi du malade, pour l'accompagner. Et quand c'est le programme Pro-Famille qu'on a fait avec Dr Mouhi, et quand la famille comprend, elle agit mieux, elle a des outils pour mieux faire face et on lui donne les moyens de soulager aussi sa souffrance. Et même si le diagnostic est posé tout de suite, là si la famille comprend, parce que justement ce qui se passe... ça ne sert à rien de donner le diagnostic sans pouvoir l'expliquer à la famille. Parce que vous dites à la famille, votre fils souffre d'une schizophrénie. Quelle est l'image qu'a cette famille? C'est de quelqu'un de dangereux, il va un jour le tuer, il va rien faire, etc. Alors que ça, c'est juste une petite minorité. Par contre, dans le programme Pro-Famille, il y a des séances où on explique c'est quoi le fonctionnement du cerveau. Moi, je suis fier parce que j'ai piloté ce programme au Maroc pour la première fois. Et parmi mes étudiantes, il y avait une maman d'une personne souffrant de schizophrénie qui, dans un congrès à Liège, a expliqué le fonctionnement du cerveau d'un schizophrène. Et ça, quand la famille comprend mieux comment le fonctionnement du cerveau de son fils et comment il agit. Et ça, c'est pas possible pour tout le monde, docteur. Et il faut de la bonne volonté pour le faire. C'est pas possible pour tout le monde. C'est possible, tout est possible. Tout est possible, vous allez nous donner... Les limites sont dans la tête. Justement. C'est possible. C'est possible parce qu'on a reçu dans l'association Amli depuis 2009, on a démarré en 2009 avec le docteur Mouhi, et on a reçu toutes les classes sociales, des femmes... illettrés, des femmes, des médecins, on a reçu toutes les classes et tout le monde a pu suivre. Et ce programme, pas uniquement pour la schizophrénie, j'y arrive. Pour toutes les maladies mentales, il a été mis en place pour la famille des schizophrènes. Et puis après, on l'a généralisé parce que c'est un peu la même attitude de la famille vis-à-vis d'une personne souffrant
Ça servait aux gens, même dans leur entourage. Oui, et ça sert même à la prise en charge des enfants dans l'éducation. De façon générale. D'une façon générale, vraiment, ça sert beaucoup. Alors, on va marquer une pause et on revient spécialement consacrer la deuxième partie de notre émission à ce programme, justement, d'aide aux familles qui ont, justement, un enfant souffrant de maladie mentale. Restez avec nous sur Média TV. N'oubliez pas aussi le point avec Dr Maryam Nemaoui sur le Parkinson. À tout de suite. Allez, on reprend cette discussion autour de la maladie mentale au cœur des familles lorsqu'un enfant est touché. Comment réagir? Quelle prise en charge est possible? Et si justement les familles pouvaient devenir actrices du traitement et de la prise en charge? C'est ce que nous proposent aujourd'hui nos intervenants. Je commence par Dr Maryam Hbraoui Qadri, président de l'association CELA, Madame Naïma Aslam Tetarachin, présidente de l'association Amali, et Dr Youssef Mouhi, psychiatre, psychothérapeute. On va parler de ce programme Pro-Famille auquel vous vous êtes tous formés et qui donne beaucoup de résultats puisque vous le relayez à travers les associations. Donc, Madame Tetarachin, ce programme, vous l'avez découvert en fait suite à la maladie de votre fils, c'est bien ça? Non, je l'ai découvert beaucoup plus tard. Oui, suite à l'annonce oui, suite, mais beaucoup plus tard malheureusement, parce que j'ai fait beaucoup de fautes avec mon fils. Je pensais qu'il était paresseux, qu'il ne voulait pas aller à l'école. Après, quand il a eu son traitement, je lui ai fait beaucoup de pression. Il faut que tu te lèves, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu passes ton bac, ça y est. Alors qu'il ne fallait pas faire tout ça. Et maintenant, avec vous n'aviez pas été orienté avant par les médecins qui le suivaient? Vous savez, le médecin, quand il a beaucoup de patients, il n'a pas beaucoup de temps à vous donner, et vous rentrez rapidement, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de nous former pour nous dire exactement. Il y avait très peu de médecins déjà quand mon fils était tombé malade en 90. Voilà, donc les médecins n'ont pas le temps. En fait, ce programme, j'ai découvert à travers le docteur Saïd Ftah. C'est lui qui m'a invité en 2006 à Genève pour assister au congrès. Et voilà, je suis tombée amoureuse de ce programme. Il est magnifique. J'ai dit, c'est ce qu'il nous faut au Maroc. Quand je suis revenue, j'en ai parlé au docteur Mouhi. Il était ravi aussi, donc il est reparti au congrès en 2007. Et on a décidé de le démarrer ensemble en 2009. Mmh. Et c'est magnifique. Toutes les familles qui ont suivi ce programme avec nous, leur vie a complètement changé. Il se base sur quoi? C'est-à-dire, il n'y a plus de conflit. C'est-à-dire, le malade, il sent que vous le comprenez. Il y a de l'empathie pour cette maladie. Parce que ce n'est pas une maladie physique qui apparaît. On remet ça sur la paresse, sur beaucoup de choses. Et puis comme on est frustré, on a fait des rêves avec nos enfants, on fait des rêves. On voulait voir les meilleurs mariés avec des enfants. On ne veut pas les avoir avec nous tout le temps. Malheureusement, mon fils, il a 42 ans, mais il est toujours avec moi. Il peut pas, il a développé un handicap. Mais je comprends tout ça maintenant, je comprends, ça peut arriver, pas tous les malades. À cause de la maladie, justement. Oui, il a développé un handicap, il est pas autonome, il arrive pas à se concentrer, et tout ça, tout est parti, quoi. Mais une bonne partie de sa vie qui est partie. Donc il est là, il est gentil, il est adorable. Il est devenu adorable, il est devenu gentil, poli et tout, parce que j'ai su poser des limites avec lui. J'ai compris sa maladie. Et je ne me suis pas surinvestie, c'est ce que je faisais avant. J'étais tout le temps sérieux. Maintenant, je ne voulais plus ses frères et sœurs. Parce que quand je me suis concentrée au début sur lui, j'ai complètement oublié son frère et sa sœur. Ça aussi, c'est problématique au niveau de la maladie. J'ai oublié mon mari aussi. Je me suis concentrée sur mon fils pendant des années et des années. Le programme Pro-Famille m'a permis de faire face et de surmonter tout ça. De faire face et de savoir que vous existez aussi et que les autres... Oui, que les autres existent et que maintenant je peux faire du sport alors que je ne faisais pas. Et c'est pas de votre faute en fait. Oui. Il y a de la culpabilité en tant que mère. Il y a beaucoup c'est un sentiment normal. La culpabilité, bon, tout le monde culpabilise. Mais on apprend que cette culpabilité ne vient pas, ne nous donne pas de la dépression. On ne va pas culpabiliser jusqu'à tomber en dépression. Et il y a beaucoup de familles qui tombent en dépression. Donc quand il y a un enfant qui a une maladie, une pathologie psychiatrique lourde, à toute la famille qui se déchire. Les enfants partent, les frères et sœurs partent ailleurs pour ne plus voir surtout au début. Absolument, quand il y a de l'incompréhension. Il peut y avoir de la violence. Parce que lui-même, il se voit, il voit des ombres, il se reconnaît même pas dans la glace. Quand il se voit dans la glace, il voit un monstre. Donc il casse les miroirs à la maison. Et quand les frères et sœurs voient ça, ils ont peur, fuient. Ils ont peur aussi de tomber malade. Il y a des couples qui divorcent.
Les enfants ont peur, la fratrie a peur de la maladie aussi? Oui, ils ont peur de tomber malade aussi? De tomber malade aussi. Ils ont peur même de se marier et d'avoir des enfants malades. Absolument. Donc ça disloque tout. Et le couple s'oublie, bien sûr. Bien sûr, et le couple s'oublie et les gens s'il n'éclate pas. Éclate. La psychoéducation de la famille est très très importante. Et même pour décongestionner les hôpitaux psychiatriques. Parce que l'enfant rechute, quand il sait qu'on le comprend, quand on lui donne de l'empathie, quand on l'écoute, on se met à sa place, parce qu'on se dit ça peut arriver à nous aussi. Absolument. Donc voilà, il le comprend, il le ressent. Quand nous on va bien, lui il va bien. Il va bien. Madame Hebraoui Kadri, justement, de façon plus large, parce que bon, vous pilotez un petit peu ce collectif des associations, c'est un petit peu ça qui revient aussi, la famille en crise face à la maladie mentale. Toujours. D'ailleurs, les associations, c'est des associations de familles, de personnes en souffrance psychique. Et la famille souffre beaucoup. Et on a besoin d'éducation psychosociale. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, parce que les statistiques disent qu'il y a 50% de moins de crises quand on a fait la formation pro-famille. Parce qu'on comprend la maladie et en même temps, on sait s'occuper de la personne souffrante et on sait rester, avoir l'intégrité soi-même. Oui. Ne pas se détruire et détruire toute la famille, la fratrie et tout ce qui entoure. Et savoir lutter contre la stigmatisation qui est vraiment très importante dans le vécu quotidien des familles qui ont une personne en souffrance psychique. Parce que les gens qui savent qu'il y a un malade là, ils s'éloignent, même la famille ne vient plus les voir, ne les invite plus, ils se sentent isolés, ils vivent mal. Tout ça, avec cette préparation, cette formation pro-famille, les aide à faire face à tout ça. Vous avez vécu pendant longtemps, Madame Tarachen, face avec la maladie sans être outillée? Oui, j'ai vécu de 1990 à 2007. Oui. Sans être outillée, 2007, bon, j'ai compris, mais on l'a démarré au Maroc officiellement en 2009. Absolument, donc vous avez vécu vraiment longtemps sans être outillée. Longtemps. Ça fait des dégâts autour de soi? J'ai cherché, j'ai essayé de joindre. D'abord, pour constituer l'association, c'est pas facile, parce que les familles se cachent. Absolument. Les familles ne veulent pas dire qu'ils ont un enfant malade. Alors, pourtant qu'il y en a, comme il a dit Dr Mouhi tout à l'heure, dans chaque grande famille, il y a une personne, au moins une personne malade, si ce n'est deux. Alors comment on gère le quotidien quand on n'est pas outillé? C'est très dur. C'est très dur parce que bon, j'étais déprimée moi-même. Au début, j'étais déprimée. J'étais hospitalisée pour dépression. Voilà. J'ai mal géré, quand il a arrêté son traitement... J'ai mal géré, on sent presque de la culpabilité. Vous ne pouvez pas culpabiliser, vous n'aviez pas d'informations. Non, oui, c'est pour ça que ce genre d'émission, c'est un relais d'informations pour que les gens ne culpabilisent pas. Je me retourne vers vous. Il faut juste dire qu'il y avait un courant qui datait des années 50 qui disait que c'est la maman, dans la façon d'éduquer son enfant, qui le rend schizophrène. Pour l'autisme d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on appelle la théorie de la mère schizophrénogène. Et puis, il y a aussi que le schizophrène n'est que le symptôme d'une famille qui est très mal, c'est l'enfant symptôme qu'on a. Donc, ce sont des théories qui ont la vie dure, qui restent toujours là ancrées. Si vous me permettez, docteur Mouhi, justement, alors, Madame Tarachen disait, le médecin n'avait pas le temps de nous accompagner, donc il donne son ordonnance pour les médicaments, et puis ça s'arrête là. Ce programme Pro-Famille est un programme canadien. Oui. Donc, il est relayé à travers différentes associations ici, d'accord, mais toutes ces personnes n'ont pas accès à ces associations. Toutes ces familles n'ont pas forcément accès à ces associations. Quel est le rôle, selon vous, en toute honnêteté, docteur, du médecin traitant dans l'explication, encore une fois, de la maladie et de son cheminement, de son accompagnement auprès des familles? Il faut d'abord dire que le nombre de psychiatres au Maroc est très insuffisant. Si vous me dites, par exemple, j'ai consulté un psy à Oujda, je vais vous dire, est-ce que c'est tel ou tel? Parce que tout le monde connaît tout le monde. Déjà, ça, il y a la demande qui augmente, mais le nombre ne suit pas. Je ne parle même pas du nombre de lits de psychiatrie, parce que sur 10 patients qui nécessitent l'hospitalisation, il n'y a qu'un qui est hospitalisé. Vous imaginez le nombre qu'il y a. C'est-à-dire que l'exercice, moi j'ai travaillé en hôpital public,
on a une forte pression des patients. On est un petit peu comme les pompiers, on est en train d'éteindre le feu là, ici, là. Expliquer, des fois, ça demande du temps. Peut-être que même durant la formation de médecin, on n'est pas outillé à expliquer et à donner l'explication. Vous êtes outillé à traiter, en fait? À traiter, mais on est aussi outillé parce que mais personnellement... ça fait pas partie du traitement, l'implication de la famille? Je ne peux parler que de moi. Oui, vous, aujourd'hui, vous êtes formé à ce programme. C'est-à-dire pour moi, la patient à qui on n'explique pas avec ses propres mots, et non pas les miens scientifiques académiques, arrive très difficilement à adhérer au traitement. Et sa famille? Et sa famille aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, la famille, quand il vient avec toutes des explications préétablies. Je ne parle pas ici du registre magico-religieux. Oui. Est-ce que c'est de la possession, etc. Et même quand vous expliquez... Magico, pas religieux. Hein, on appelle ça mystique, voilà. Et même quand on explique, il va aller chez elle, il y a la voisine, le cousin. Ah non, il faut l'amener ici, il faut l'amener là, il faut l'amener là. Et les familles sont perdues. Il faut voir que le premier contact avec le psychiatre, dans notre contexte marocain, ce n'est pas au premier, c'est après avoir fait tout le parcours initiatique, faire un petit peu des marabouts, etc. pour arriver. Quand j'ai appris, j'étais formé dans ce programme Pro-Famille, que je d'ailleurs prodiguais aux familles, c'est que j'ai remarqué une chose, c'est que une famille qui a le diagnostic de schizophrénie, je peux le résumer comme ça, la personne souffrant de schizophrénie est atteinte d'un défaut de traitement d'information. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à traiter l'information qu'il reçoit. C'est la même chose pour toutes les autres maladies mentales? À chacune, on peut donner une explication, mais c'est juste pour être un petit peu, je dirais, entre guillemets, caricatural. Dans le sens où, par exemple, le patient souffrant de schizophrénie entre chez lui, il voit sa maman comme ça, il lui dit « Est-ce qu'il y a à manger? Et tu ne regardes pas comment je suis ?» C'est-à-dire, pour elle, il doit comprendre que dans cette attitude, elle est mal. Lui, il ne comprend pas ça. Donc, il faut apprendre à la famille au lieu de lire sur le visage, parce que le schizophrène n'arrive pas à lire l'émotion, de la traduire en verbe. Voilà. Et c'est un exercice qui permet un petit peu... dans les cabinets, vous, les médecins psychiatres, vous n'êtes pas capables aujourd'hui d'accompagner... Pas qu'on n'est pas capable. On les oriente, mais il y a des gens qui ont d'autres demandes. Il y a des demandes... En un mot, parce qu'on conclut. Oui. C'est-à-dire que, personnellement, j'oriente toujours les familles dans ce programme. Mais bon, il y a des familles qui disent oui, d'accord, ils vont. Il y a d'autres qui disent j'ai pas le temps parce que c'est un programme où il y a 14 séances et chaque séance c'est 4 heures. D'accord. Alors pour encourager les familles à aller vers ce programme, un chiffre peut-être avec vous, Dr Mariam Hibraoui Qadri, beaucoup moins de rechutes? 50% de moins de rechutes, ça c'est les statistiques. Nous, on n'a pas fait de statistiques, on n'a pas assez de recul encore. Mais il faut dire que cette formation se fait à Casa. C'est d'ailleurs à l'association Amali avec Madame Trachen que ça a commencé. Elle se fait à Marrakech avec l'association Shams et elle se fait à Rabat avec l'association Sela. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent contacter ces associations. Merci beaucoup pour cette discussion en toute transparence. C'était un plaisir de vous avoir. Madame Naïma Slam Tetrachen, un petit mot que vous voulez dire? Je voulais juste remercier Sa Majesté pour le lancement d'un projet magnifique qui va être fait à l'hôpital de Casablanca et qui va accompagner les malades à la réinsertion sociale. Merci beaucoup. Alors, si vous permettez, et que je remercie Sa Majesté et la Fondation Mohamed V, parce que nous, on a eu droit à ce centre depuis 3 ans. Il y a un centre de jour qui est à l'hôpital Razi, qui reçoit les malades en post-cure hospitalière. Que vous accompagnez aussi via la thérapie, notamment. Oui, il y a toutes les activités thérapeutiques. Merci beaucoup. Alors, Madame Naïma Slam Tetrachen, présidente de l'association Amali, Dr Mariam Hibraoui Qadri, président de l'association Sela, et Dr Youssef Mouhi, psychiatre, psychothérapeute. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Moi, je reste avec les téléspectateurs. Un autre sujet santé, à tout de suite. Allez, on enchaîne sur un autre sujet. On va parler du Parkinson, une maladie neurodégénérative. Et justement, on va essayer de cerner en quelques minutes un sujet aussi large, tout simplement parce qu'il faut vous donner l'information pour permettre une meilleure prise en charge. C'est ça la clé
de cette vie avec la maladie. On en parle avec vous, docteur Maymoun Maoui. Bonjour, vous êtes neurologue à Marrakech. Merci beaucoup d'être là. Bonjour et merci de m'avoir invité. Pourquoi je dis pour vivre avec cette maladie? Parce que, enfin d'après ce que j'ai lu en préparant l'entretien, on n'en guérit pas, mais on vit avec, et c'est surtout la famille aussi qui s'adapte. Mais au fur et à mesure, on va essayer de comprendre comment. D'abord, pour comprendre une maladie neurodégénérative et le Parkinson en particulier, ça veut dire quoi? La maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de neurones dans une région précise du cerveau qui commence à dégénérer. Donc la maladie de Parkinson, c'est une maladie chronique qui va évoluer très très lentement et progressivement et qui peut aboutir en quelques années à un manque de matière grise? Non, un manque de dopamine. En fait, le manque de dopamine commence très très tôt dans la maladie. Il évolue progressivement. La dopamine, c'est quoi? La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui nous permet de faciliter le mouvement. Il intervient aussi dans le désir et dans le plaisir dans la vie. Donc, il va en découler en fait les symptômes et les signes cliniques dont on va parler après. D'accord, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes souffrant de Parkinson, on va dire, dans notre région, dans notre pays en particulier au niveau du Maroc? Oui, il y en a pas mal. Dans notre consultation, c'est quotidien. On en voit pas mal quotidiennement. Selon les statistiques mondiales, on estime qu'il y a 1 à 2 personnes sur 100 qui sont atteintes de la maladie de Parkinson. Donc, c'est dire l'importance de la maladie. D'accord. Et est-ce qu'on sait pourquoi? Alors, il y a plusieurs causes. Il y a les facteurs environnementaux et les facteurs génétiques. Concernant les facteurs génétiques, on a surtout les patients chez qui la maladie survient à moins de 50 ans. Par contre, les facteurs environnementaux, ils vont occasionner la maladie après, donc plus tard. Et les facteurs environnementaux, ça englobe l'exposition aux polluants, l'exposition au monoxyde de carbone et au manganèse, à certains pesticides aussi. Donc, c'est pour ça que normalement, il faut une réglementation très très rigoureuse sur l'exposition, surtout des enfants aux pesticides. D'accord. Alors, vous avez dit la maladie peut se déclencher avant 50 ans. Ça, c'est plutôt des causes génétiques. Et après 50 ans, pour des causes environnementales. Exactement. Avant 50 ans, ça veut dire quoi? Vers quel âge, plus ou moins? On voit régulièrement des patients, enfin moins fréquemment heureusement que les patients âgés, mais c'est une maladie qui peut concerner aussi les patients à partir de 40 ans. On en voit de plus en plus. Oui, il y a certains gènes, notamment le LARC2, qui peut entraîner cette maladie chez les patients jeunes. Et c'est une maladie qui est très très difficile à vivre, surtout que ses formes sont très très sévères. D'accord. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Parkinson dans cette famille? C'est pour ça que ce malade va en faire? Et donc on parle de facteurs génétiques? Exactement. C'est des Parkinson qui sont liés à des gènes. Donc c'est transmis dans la famille. Donc c'est des gens qui sont de la même famille en général. Et on a parfois à notre consultation des familles entières qui se font suivre chez nous, qui apprennent à vivre avec la maladie vu qu'il y a un membre de la famille qui est touché, et donc qui sont très très à l'affût des nouveaux médicaments, des nouvelles prises en charge. Parfois même ils nous parlent de la chirurgie. Mais bon, on va y arriver. Mais justement, la prise en charge, enfin la prévention, c'est possible pour ce cas en particulier où la maladie est déclarée dans une sphère précise? Pour le moment, les thérapies géniques ne concernent pas la maladie de Parkinson. En tout cas, si ça doit être au stade expérimental. Ce n'est pas encore d'actualité. On ne peut pas faire de prévention. C'est-à-dire quand on sait qu'il y a de la maladie, en fait, que la maladie évolue au sein d'une même famille, au sein d'une fratrie, par exemple, on ne peut pas faire de prévention. Il n'y a pas beaucoup de... Non. Parce que c'est frustrant pour vous, les médecins. Bien sûr, les maladies neurodégénératives sont très frustrantes. Heureusement qu'on a maintenant à notre portée des médicaments qui sont de plus en plus efficaces et qui sont à la portée. Au Maroc, on commence depuis quelques années à avoir vraiment une panoplie de médicaments qui nous permettent d'améliorer le quotidien des malades. Surtout que vous avez dit que c'est un type de Parkinson qui est assez sévère. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec ce nouvel arsenal thérapeutique, les personnes arrivent à mener une vie plus confortable, on va dire? Exactement. On améliore leur qualité de vie. On améliore aussi leur capacité à rester autonome le plus longtemps possible. D'accord. Ça, c'est avant 50 ans pour, on va dire, le Parkinson génétique. Pour l'autre forme de maladie, celle qui arrive après 50 ans? Après 70 ans, généralement. En moyenne, après 70 ans. D'accord.
Après 70 ans, parce que très bien, après 70 ans, ça c'est plutôt des causes environnementales. Oui. Donc le cerveau a été exposé à différentes substances. Oui, ce sont des substances qui prédisposent à la maladie et qui vont entraîner un certain nombre de symptômes qui surviennent en général au-delà de 70 ans. On a des formes qui surviennent entre 50 ans et 70 ans, mais c'est relativement rare. Souvent, le Parkinson s'exprime après 70 ans et c'est des formes qui répondent mieux au traitement par rapport aux formes juvéniles. D'accord. Alors, on parle justement de ces manifestations ? Oui, alors concernant les symptômes, on a 3 symptômes clés, ce qu'on appelle le tremblement, ce que tout le monde connaît. Et donc, Parkinson démarre forcément par des tremblements ? Pas forcément, mais c'est très souvent le cas. Très souvent le cas. J'aimerais faire attirer l'attention quand même sur le caractère du tremblement parce que c'est très important. Les malades qui tremblent arrivent avec le diagnostic de maladie de Parkinson dans leur tête. Ils n'ont pas vu de médecin, ils ne savent pas ce que c'est. Ils viennent dès qu'un malade tremble, ils croient que c'est un Parkinson. Or, ce n'est pas forcément le cas. Donc, le tremblement du Parkinson, c'est un tremblement souvent unilatéral. Donc, ça concerne un seul membre, soit un membre supérieur, le plus souvent, soit un membre inférieur, soit les deux. Main ou pied? Voilà, d'un seul côté. D'un seul côté. Ou parfois une seule main ou un seul pied. Généralement, c'est la main quand même. C'est le membre supérieur qui commence. Et ça commence par des mouvements d'émiettement, comme ça, assez réguliers. Et le caractère qui est très très important à retenir, c'est la survenue de ce tremblement au repos. D'accord. C'est très important. Donc, quand le malade veut prendre un verre ou veut écrire, au début de la maladie en tout cas, c'est un tremblement qui ne va pas le gêner. Mais il le ressent? Oui, il le ressent. Il le voit, il le ressent au repos. Uniquement? Uniquement, au début de la maladie. Avec l'évolution de la maladie, le tremblement peut devenir mixte, c'est-à-dire au repos, à d'attitude et dans tous les mouvements quotidiens. Mais au début de la maladie, il est strictement au repos. Ok, d'accord. Mais il ne le dérange pas, donc ça veut dire quoi? Puisqu'il ne le dérange pas, il va arriver plus tard chez vous? Parfois, il arrive tard. Hein. Surtout au Maroc, les gens ne sont pas encore... Ils croient que c'est lié à la vieillesse. Que c'est normal de trembler. Que c'est normal de trembler à partir d'un certain âge. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il y a le tremblement. Il y a aussi la kinésie. Donc, c'est la difficulté à se mouvoir. Et la difficulté à marcher? La difficulté à marcher. Le malade commence à avoir le dos courbé. Il commence à moins bien faire le pas. Donc, les pas deviennent très, très lents. Et il y a aussi la rigidité. Alors, la rigidité, c'est le manque de souplesse. D'un membre? C'est le manque de souplesse d'un membre, exactement. Okay. Ça concerne toujours un seul membre d'un côté. Et avec le temps, la maladie va se bilatéraliser, c'est-à-dire qu'elle va concerner les deux membres, mais en prédominant toujours du côté où elle a commencé. Alors, d'accord. Vous avez parlé de ces 3 principaux symptômes. Est-ce qu'ils apparaissent brutalement? Ou bien il y a une évolution relativement lente? C'est une évolution relativement lente, comme vous l'avez dit. Ça apparaît très très progressivement. Au début, le malade croit que c'est juste la fatigue. On le relie à un certain nombre d'événements, mais généralement, c'est un tremblement qui s'installe dans le temps. Maintenant, on commence à voir les malades dans la première année, avec les médias, on en parle quand avec même. La sensibilisation. On commence à voir les malades, mais il nous arrive encore de voir les malades qui habitent dans les campagnes et tout ça, qui n'ont pas reçu de traitement au bout de 2-3 ans d'évolution de la maladie. Alors, la dopamine aussi entre en jeu, vous l'avez dit, c'est ce neurotransmetteur qui va baisser avec la maladie. Est-ce qu'il y a des risques de dépression? Oui, il y a très souvent. Alors, il y a parfois des malades qui commencent leur maladie par une dépression ou par des douleurs pseudo-rhumatismales. C'est-à-dire que le malade vient, il va chez le rhumato, il croit qu'il a un problème rhumatologique, mais en même temps, sa main tremble et elle devient de plus en plus rigide. Et donc, très vite, le rhumato se rend compte que ce n'est pas un problème rhumatologique et il le réadresse chez le neurologue. La dépression est aussi un symptôme très fréquent dans la maladie, parfois au début et souvent dans l'évolution, donc avec l'évolution de la maladie, la perte d'autonomie est quelque chose qui peut vraiment altérer la confiance en soi et peut entraîner des dépressions. Et on est souvent amené à prescrire des antidépresseurs dans le décours du suivi. Alors, on parle aussi de chirurgie dans la prise en charge du Parkinson. Est-ce que c'est efficace? Et qu'est-ce qu'on opère en fait? Alors, avant de parler de chirurgie, j'aimerais quand même parler de traitement médical parce qu'il existe. Et en fait, la dopamine, elle est donnée par voie orale sous forme de lévodopa. Donc, c'est pas exactement la dopamine humaine, c'est de la lévodopa. C'est une lévodopa de synthèse. C'est une molécule. C'est une molécule, exactement. Et on donne soit la lévodopa, soit les agonistes dopaminergiques. Alors, ces deux familles sont prescrites au malade selon son état clinique, selon son âge,
très important. Parfois, on les prescrit tous les deux et donc ils ont une action conjointe pour améliorer un petit peu l'autonomie. Un petit peu ou bien? Alors, au début de la maladie, ça marche très bien. Pendant les 5 premières années, on appelle ça la lune de miel. D'accord. Alors, quand on dit lune de miel, ça veut dire que le malade est heureux, il n'y a pas de problème, on lui donne son traitement, il le prend correctement et tout se passe bien jusqu'à la 5e année. À partir de la 5e année, c'est là où les problèmes commencent, pour le malade et pour le médecin. Parce que le malade... autre chose. Exactement. Et c'est à ce moment-là qu'on pense à la chirurgie? Alors, la chirurgie, c'est, dans certains cas, on peut la proposer. Franchement, ce n'est pas tous les malades qui peuvent bénéficier de la chirurgie. Dans certains cas, on peut parler de la chirurgie. On installe des électrodes de stimulation au niveau de la substance noire, ce qui permet une régulation de la sécrétion de la dopamine. Eh bien, docteur Madame Nemaoui, merci beaucoup. Vous l'avez dit, c'est important de consulter tôt. L'arsenal thérapeutique existe et justement, c'est une collaboration étroite entre le malade et son médecin. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller plus loin dans la discussion. On ne peut pas généraliser quant à la prise en charge. Exactement. Mais voilà, il fallait apporter les grandes lignes de cette maladie. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis Marrakech. Merci à vous. Et à bientôt sur notre plateau. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, sachez que nous avons consacré une belle partie de l'émission aujourd'hui à la discussion sur la maladie mentale au sein de la famille et comment faire face à la maladie mentale. Des experts ont apporté leurs solutions. Une émission que vous pouvez retrouver à nouveau sur Médien TV, mais aussi sur medientv.com. À très très vite. Merci à toute l'équipe. À bientôt.